Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, c'est l'heure de ma récréation. Et oui, on va se détendre un peu avec un sujet simple et léger, celui du paiement. Trêve de plaisanterie, c'est évidemment un sujet qui ne se hisse pas forcément dans le top des priorités des acheteurs et des travel managers, mais on va voir que c'est le contraire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les enjeux peuvent impacter fortement, les coûts indirects d'un voyage, la qualité du reporting, donc la consolidation des données et bien sûr l'expérience voyageur, même si pour ce dernier point, on n'y accorde pas encore toute l'attention qu'on y devrait. Au départ, comme vous l'aviez vu sur le programme, on devait aborder le coût du paiement, mais on s'est dit avec nos amis intervenants que le sujet était certes passionnant, mais très complexe pour un format télévision qui n'est pas forcément adapté. Donc on a décidé de traiter des enjeux de 2025 du paiement, qui sont d'ailleurs tout aussi intéressants. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Julie Troussicot. Bonjour Julie. Vous êtes la directrice générale France d'Air+, qui a été racheté l'année dernière. En tout cas, ça a été finalisé par la banque suédoise Seb Cord. Bonjour Julie. À votre droite, Johan Smith, qui est le directeur général France de Reed & Mackay. Bonjour Johan. Bonjour. En face de vous, Johan, Grégoire Toussaint, directeur d'Edgar, Dunn et compagnie. C'est un cabinet conseil spécialisé sur ces sujets et vous serez notre expert paiement. C'est certainement pas moi qui le serai, donc c'est vous, en tout cas, qui occuperez ce rôle-là. Et puis, bonjour Grégoire, et à vos côtés, Mathieu Volonda, directeur général France de Pliant. Alors, tout le monde connaît Air+, tout le monde connaît Reed & Mackay, tout le monde connaît Edgar. Pliant, c'est quoi en 30 secondes ? En 30 secondes, c'est un nouvel acteur européen de carte de paiement B2B. Donc, généralement, pour être très rapide en 30 secondes, on nous choisit pour 3 choses. Gain fonctionnel, donc on permet une gestion donc, de nos cartes via une application web et mobile. On fait de la carte physique, digitale, à usage unique, à multi-usage et des cartes logées. On nous choisit aussi pour nos gains financiers, donc on a nos propres capacités de crédit. On va proposer différents modes de fonctionnement. Stop. Et principalement, vos clients sont les TMC, en clair. Les clients peuvent être des entreprises. On travaille avec 3000 entreprises différentes. Et également, évidemment, des TMC et des agences de voyage. Eh ben c'est parfait. On en sait un peu plus sur Pliant. Je rappelle que c'est un débat, donc vous n'hésitez pas à intervenir, à même vous interrompre poliment, bien sûr, mais enfin n'hésitez pas. Ça n'est pas trop formel. Et quant à vous qui nous regardez, vous pouvez évidemment intervenir quand vous voulez. Vous posez vos questions, vous faites un commentaire. Je me ferai votre relais avec grand plaisir. Vous savez qu'on commence toujours par un petit sondage, ces séquences du grand live du voyage d'affaires. Et là, on a une question toute simple, mais qui me paraît intéressante sur une échelle de 1 à 5, où se situe le sujet du paiement dans vos priorités et vos enjeux de 2025 ? Ça, c'est une question intéressante. On va voir s'afficher en direct les résultats. Ça va venir. Attention. Voilà. C'est déclenché. Allez-y. C'est très simple. Vous êtes maintenant habitués depuis ce matin. On a les réponses qui sont en train d'arriver. Alors, c'est très, très partagé. Hein. Très partagé. Hein. C'est assez étonnant. Hein. Donc, sur une échelle de 1 à 5, donc 1, pas important, on a 21%, un peu plus important, 23%, encore un peu plus important, 21%, crescendo, 20% avec réponse D, et très important, vous êtes 13%. C'est marrant, hein, c'est absolument égal sur chacun des items. En tout cas, ça signifie, je pense, quelque chose. On pourra en reparler. Juste pour lancer notre table ronde, un chiffre aussi. En plus de ce sondage, vous allez le voir apparaître à l'écran. C'est BCD Travel qui a sorti ce chiffre-là que je trouvais intéressant. Le coût administratif de la gestion des voyages d'affaires représente environ 10% du budget voyage d'une entreprise. Donc c'est pas rien. Et évidemment, le paiement a tout à fait son rôle pour essayer de faire en sorte que ces 10% soient le mieux gérés qu'ils soient. Alors on va se recentrer, je le disais, sur les grands enjeux de 2025. Le premier enjeu,
c'est tout ce qui a trait aux réglementations. Grégoire, réglementation, la sécurité des paiements, parce que ça, c'est évidemment un gros sujet. On voit aujourd'hui des entreprises qui sont hackées tous les jours. Et évidemment, la thématique du paiement, dès qu'il y a paiement, il y a un gros risque aujourd'hui. Donc, ça va être un des sujets de 2025. Est-ce que vous pourriez nous poser le cadre un peu en quelques mots? Oui, tout à fait, François-Xavier. Je pense que la réglementation, c'est pas un sujet optionnel. C'est quelque chose qui est obligatoire pour l'ensemble des acteurs du secteur du voyage, que ce soit les corporates, que ce soit les TMC. Je vais mettre peut-être en avant 3 choses. La première, c'est la partie PCI DSS, la sécurité des données de paiement. On peut pas stocker en clair des données de paiement, parce que si on se fait hacker derrière, on s'expose à la fraude. Normalement, la majorité des acteurs est en conformité, mais il peut y avoir encore quelques-uns qui ne sont pas. C'est important de travailler avec les bons acteurs pour justement sécuriser ces données. La cybersécurité, tu l'as rappelé, c'est aussi un aspect très important sur lequel les entreprises doivent investir pour se protéger de ces menaces. Le deuxième aspect que je mettrai en avant, c'est ce qu'on appelle la DSP2. Dans le langage paiement, c'est la deuxième directive sur les services de paiement. Il y a obligation d'avoir une authentification forte pour l'ensemble des transactions électroniques. Ceci étant dit, il y a des exemptions, notamment pour tout ce qui est transactions sécurisées comme les comptes logés. Ceci étant dit, pour les cartes corporate, il y a une exemption un petit peu implicite qui est accordée par les réseaux de paiement, cartes bancaires, Visa, Mastercard, pour pouvoir traiter ces transactions sans avoir une authentification forte. Ceci étant dit, c'est de manière provisoire. La DSP2 va être remplacée à partir de 2027, 2027 ou 2028 en fonction de la mise en application de cette nouvelle réglementation, et il y aura obligation d'avoir une authentification forte, et c'est à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du voyage d'être en conformité. Donc je voudrais aussi à préciser ce point, et d'un point de vue corporate, c'est important de le prendre en compte. Le troisième aspect que je souhaiterais mettre en avant, c'est aussi tout ce qui est lié à la facturation électronique. Ça, c'est aussi une obligation en France. À partir du 1er septembre 2026, l'ensemble des entreprises établies en France assujetties à la TVA devront être en capacité de recevoir des factures étant en conformité avec la facturation. Et même les plus petites? Alors, oui, l'ensemble. L'ensemble, on est d'accord. Les grandes et les petites en réception. En émission de facture, à partir du 1er septembre 2026, ça sera les grandes entreprises et les ETI. Et pour les PME et les ETI, à partir du 1er septembre 2027. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte dans la chaîne de valeur du voyage. Comment est-ce qu'on reçoit ou on émet ces factures, et prendre en compte les impacts aussi opérationnels que cela peut avoir. Julie, le paiement est évidemment soumis à forte réglementation. Ces réglementations évoluent en permanence, et 2025, j'imagine, ne va pas échapper à la règle. Vous avez forcément des ajustements? Ça commence dès demain, avec le 17 janvier, la nouvelle réglementation DORA. C'est juste pour illustrer, parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui régissent l'ensemble des banques et émetteurs de paiement en Europe. Donc DORA, qui arrive demain, 17 janvier, donc voilà, c'est pas le hasard du calendrier, mais presque, qui est beaucoup plus sur la résilience des acteurs du paiement face justement aux cyberattaques et à l'ensemble des risques de sécurité des données, et qui demande, cette fois-ci, cette réglementation ne concerne pas que les purs acteurs financiers émetteurs de paiement, mais aussi tous les acteurs on va dire financiers, notamment les services au paiement autour. Donc c'est vraiment très large, et c'est vraiment pour effectivement avoir de la résilience au moment d'une attaque ou de n'importe quel sujet par rapport à la sécurité des données. Donc ça oblige les acteurs du paiement, tous, des émetteurs de cartes, évidemment, en permanence, de changer les process, les outils de contrôle, les procédures, et avec, évidemment, énormément de comptes à rendre aux autorités. Donc voilà, donc c'est juste une illustration sur une nouvelle réglementation encore qui arrive pour 2025. Johan, dans quelle mesure la TMC est touchée par l'évolution de ces réglementations? On est sujet à manipuler les données de paiement, tout simplement. Donc on doit respecter les normes. IATA nous impose d'être compliant avec le PCI, tout simplement. Et on intervient avec des prestataires, des partenaires pour intégrer les normes DSP2 ou PSD2, ça dépend et le futur 3, la troisième version. Donc on doit s'assurer que chaque partenaire intègre correctement ces nouvelles normes. Et parfois, ça nous touche directement, on doit ajouter une donnée personnelle pour l'authentification. Donc ça change tout le circuit de gestion des profils des voyageurs pour qu'on puisse se retrouver avec aucun blocage opérationnel. Grégoire parlait de la facturation électronique. Ça, c'est évidemment quelque chose auquel vous vous préparez là en ce moment.
On se prépare, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas parce évident. que les acteurs concernés ne sont pas prêts. Ouais. Donc il y a une échéance imposée par une loi, Ouais. et tous les acteurs qui doivent gérer les opérations d'émat de la facture ne sont pas prêts. Donc on avance un peu dans le brouillard, je trouve. Donc ça paraît un peu court comme agenda. Oui. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'objectif est assez simple, limiter les fraudes sur la TVA, mais ça touche toutes les industries. Et nous, sur notre industrie, on a très peu d'enjeux de TVA, mais on doit changer beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Mais je pense que ça peut être un sujet à part entière dans le futur. On traitera, vous avez raison. Mathieu Volonda, sur cette évolution de la réglementation, comment vous appréhendez le sujet ? Alors, les réglementations évoluent constamment et ce qu'on voit généralement, c'est que les entreprises, que ce soit les entreprises en général ou les TMC, souvent voient ces évolutions comme des contraintes. Nous, on le voit plus comme une opportunité pour optimiser les processus. Alors évidemment, on a intégré déjà tous les standards DSP2 et on s'est déjà préparé aux standards DSP3. Notamment en intégrant déjà des fonctionnalités à venir basées sur le machine learning pour détecter justement les fraudes, ou encore en développant de nouveaux produits liés à l'open banking, open finance. Donc c'est déjà, on va dire, en préparation, évidemment. C'est ce qu'on conseille aux entreprises, c'est de regarder justement vers et être sûr que tous les acteurs du paiement soient déjà tournés vers ces évolutions. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, je dirais aussi que les produits maintenant, en général, je reviens un petit peu ce que tu expliquais, Grégoire, autour de la carte virtuelle, va aussi permettre de sécuriser les paiements à un nouveau niveau. On le voit parce que aujourd'hui, on a des capacités à autoriser ou bloquer des transactions selon différents critères qui peuvent être liés, alors on va dire à un niveau 1, des codes marchands, des catégories de transactions. Mais aujourd'hui, on va déjà même plus loin. On peut aller sur des dates, on peut aller sur des lieux, on peut aller, enfin vraiment cloisonner en fait un paiement pour le sécuriser un maximum. Et sur le sujet de la facturation électronique, on est un moyen de paiement et ce qu'on a fait déjà pour préparer le terrain et pour aider et accompagner nos clients, c'est de développer les connexions en fait avec les acteurs dont c'est le métier. Oui, d'accord. Grégoire, deuxième enjeu, on en parlait ensemble. Évidemment, la digitalisation, ça va être l'un des grands enjeux de 2025, la poursuite de la digitalisation qui s'est vraiment accélérée depuis le Covid. Là, il y a des enjeux évidemment de réduction de coûts indirects, clairement. Comment vous pouvez nous brosser un peu le tableau ? Et je pense que tu as raison, FX, parce que cette continuation de transformation digitale, c'est un des enjeux majeurs pour les entreprises. Au sein de Garden Company, on a rédigé un livre blanc sur les paiements B2B. On a réalisé des entretiens avec plus de 100 grandes entreprises en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. On a identifié 6 points de douleur. J'en mettrai 3 en avant. Le premier, qui sont vraiment pertinents pour le secteur du voyage, tout ce qui est processus manuel, pour le traitement des processus B2B et le traitement des paiements, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le manque de visibilité sur les coûts directs, que les prestataires facturent, mais les coûts indirects qui sont liés au traitement manuel. Et le troisième, c'est le problème lié aussi à la conduite du changement. Parce qu'on peut mettre en avant un nouveau moyen de paiement, un nouveau processus. Est-ce que les voyageurs d'affaires ou est-ce que le reporting suit ? Ça, c'est un autre sujet. Quand on parle de processus manuel dans le domaine du voyage d'affaires, il y en a encore quand même beaucoup. Que ça aille au niveau de la réservation, des notes de frais, le reporting, la partie BI, l'intégration des factures et les paiements. Et quand on parle de paiement, je pense qu'il faut prendre en compte certains cas d'usage spécifiques. On prend par exemple le MICE. Est-ce que c'est optimisé ? Est-ce que c'est digitalisé sans intervention manuelle ? Et je pense que le chiffre de 10% de BCD le met en évidence, c'est que tous ces processus manuels qui s'ajoutent sont des coûts additionnels pour les entreprises parce qu'on rajoute du temps, que ça soit aussi pour des modifications de voyage, l'utilisation de cartes virtuelles ou cartes affaires. Et donc, par rapport à ce que tu disais aussi, Mathieu, un besoin d'intégration entre les paiements et les différents systèmes, que ce soit d'un point de vue TMC ou corporate, sont des aspects importants. Oui. Julie, sur cette thématique de la digitalisation en 2025.
Alors, forcément, l'origine du métier de la carte logée, c'était une carte totalement intégrée et du coup avec un process totalement automatisé depuis l'origine. L'enjeu aujourd'hui, évidemment, et qu'on voit bien, c'était très vrai sur l'aérien, tout ça, ça marchait très bien depuis 30 ans. L'après-Covid, accélération, et on le voit avec le sondage, effectivement, il est assez étonnant ce sondage, ce qui prouve que je pense qu'aujourd'hui, le sujet du paiement, personne ne sait vraiment bien se positionner. Ah ouais, tu disais que c'était le sujet le plus fun, effectivement. Je pense que ça doit être pour ça. Mais effectivement, je pense que on ne sait pas bien où le positionner, on ne sait pas s'il est important ou s'il n'est pas important. Et ce qui prouve encore qu'il y a effectivement de la part, en tous les cas, de l'ensemble des acteurs du paiement, ce besoin d'accompagnement des entreprises, parce qu'il y a encore beaucoup de coûts indirects à aller chercher, dans l'automatisation notamment des factures. Et je peux prendre juste un exemple sur une TMC qui aurait, on va dire, 20 millions de transactions par an. Sur 20 millions de transactions, donc c'est un exercice qu'on a fait concrètement avec un client, rien que la réconciliation automatique des factures, rien que ce module-là, c'est 40 000 € net d'économie indirecte par an. Donc, énorme. Et c'est énorme. Et donc en fait, si on les ajoute, là voilà, c'est vraiment qu'un exemple de réconciliation de factures. Mais sur le corporate, évidemment, l'enjeu de centraliser les paiements, réduire les notes de frais, voilà, tout ça, c'est encore un enjeu. Et effectivement, le sondage montre qu'il y a encore du travail sur ce sujet-là qui n'est pas vu naturellement comme le premier coût. C'est vrai qu'on va voir le coût direct de l'aérien, de l'hôtel. Évidemment, c'est le coût le plus évident. Le coût du paiement, qui est souvent un coût indirect, est beaucoup plus difficile à identifier. Mais on voit de plus en plus apparaître, d'abord, chez les TMC, il y a une grosse maturité, je trouve, depuis vraiment 2-3 ans. Et le paiement, et c'est pour ça qu'il serait intéressant de regarder la différence de qui a voté, mais je suis sûre que parmi les TMC, beaucoup ont mis le paiement parmi les sujets quand même stratégiques, ça j'en suis convaincue. Et sur le corporate, on voit aussi de plus en plus arriver des responsables achats, de la performance achat, ou même de la finance, transformation finance, dans lequel le paiement commence à être vraiment un sujet d'optimisation. Et si je peux me permettre, je pense je suis d'accord avec toi, Julie, il y a un besoin d'éducation des différentes parties prenantes, que ce soit TMC, corporate, parce que si on a un moyen de paiement qui ne marche pas, d'ailleurs, les voyageurs, les collaborateurs ne peuvent plus voyager, ou on se retrouve avec un reporting sans données, on ne comprend pas exactement comment été utilisés les voyages, on ne peut pas optimiser aussi les dépenses. Donc, il y a tous les impacts aussi en aval du paiement sont très importants. Johan, l'intégration digitalisée du paiement dans les TMC, Julie disait qu'il y avait eu de gros progrès ces 2-3 dernières années. Il y a encore du boulot sur le sujet ? Je vais essayer d'ajouter un peu de fun aussi à ce sujet. Pour moi, le gros progrès date de plus longtemps. Ça fait plutôt 5-6 ans avec les cartes virtuelles. C'est une carte pour une transaction qui permet de faciliter les réconciliations. Donc nous, comment on adresse le sujet pour nos clients, entreprises et les voyageurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de paiement. On centralise le paiement au niveau de la TMC. Et on connecte à 1 million d'hôtels, un contenu immense, presque infini, nos clients, et ils n'ont qu'une seule facture, celle de la TMC. Donc ça, c'est le premier enjeu. Par contre, je suis client de la digitalisation pour permettre de réconcilier tout ça en interne. Et cette avancée nous a fait gagner, technologique, nous a fait gagner énormément de temps et donc de l'argent à ce niveau. Après, il y a toujours une limite au système des paiements, que ça soit des cartes, c'est qu'on a toujours un hôtel qui refuse, parce qu'il y a quand même de l'humain derrière, c'est mon côté fun sur le sujet. Il y a un humain qui dit « j'ai pas reçu la carte », même si tout le monde a fait son job à 100%, et derrière c'est la TMC qui compense, tout simplement, avec un virement, et on utilise aussi des virements instantanés pour permettre de ne pas avoir un client bloqué à la réception pour un problème de gestion de traitement. Mathieu, la digitalisation, un enjeu pour Pliant, on imagine. Un enjeu majeur. Oui. Je dirais même, pour nous, il y a 3 points majeurs. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, encore une fois, d'un point de vue général, ont besoin d'un écosystème fluide, qui communique entre eux, que ce soit les outils de gestion, les ERP, les entreprises, les TMC et les moyens de paiement. Déjà, en capitalisant sur des partenaires connectés entre eux, ça va déjà aider à éliminer les erreurs et aussi, bien sûr, diminuer considérablement les différents coûts. Ça, je dirais que c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ça va être aussi choisir, encore une fois, des outils qui reposent sur toute une transmission des données en temps réel. Parce que aujourd'hui, c'est un facteur de coût au niveau de l'entreprise. Quand on n'a pas d'informations rapidement, on peut pas l'immédiateté. Exactement. Donc, il faut qu'on puisse réagir très rapidement pour détecter des opportunités d'économie.
Et enfin, et puis là, je rejoins un petit peu ce que tu commençais à expliquer, Johan, sur cette approche d'une carte virtuelle pour un voyage. J'étais aussi également surpris par le chiffre de 10%. C'est simplement énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est incroyable. Parce que les paiements, en fait, du voyage sont souvent une source majeure maintenant de fuite. C'est clair. Et ce qu'on constate, en tout cas avec nos clients, c'est que il y a des moyens de reprendre le contrôle là-dessus. Et ce que tu as dit, Johan, c'est vrai. Et ça s'adapte donc par rapport à la génération de cartes virtuelles pour une réservation, et ça s'adapte même au modèle de carte logée aujourd'hui. Et c'est ce qu'on est en train de développer avec énormément d'acteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une réservation est faite via un SBT ou un HBT, on va générer une carte virtuelle, ce qui va permettre en fait de récupérer toutes les informations, donc que ce soit un numéro de réservation, un nom du voyageur, un hôtel, une date de séjour, etc. Vraiment pour avoir cette allocation précise des paiements et faciliter considérablement la réconciliation avec et éviter la double facturation, par exemple. Et faciliter le travail administratif, encore une fois. Une petite pause dans nos enjeux parce qu'il y a une question sur le chat. Il y a une question pour Julie. C'est Olivier. Olivier, je suis acheteur. Question qui pourrait m'aider à mettre en avant le sujet paiement en interne. Comment puis-je valoriser financièrement l'utilisation de services Commerce Plus ? En d'autres termes, quels sont les axes financiers de négociation dans cette relation tripartite auprès de la TMC ? Merci. Voilà la question d'Olivier. Waouh, question très large. Je pense qu'il y a le sujet de la relation avec la TMC et il y a le sujet de la relation avec l'entreprise corporate. Entreprise corporate, l'enjeu du paiement, les coûts, en tout cas les enjeux financiers du paiement. D'abord, le paiement, une solution de paiement n'a pas de coût pour l'entreprise corporate, parce que le modèle, c'est que c'est le marchand qui rémunère, c'est pas l'entreprise. Donc c'est gratuit, on va dire, et ça peut faire des économies de coûts indirects, voire éventuellement des remises arrière, évidemment, avec du financement direct, plus des délais de paiement. Donc voilà, donc les enjeux du financier, c'est économie indirecte, éventuellement revenus directs et les délais de paiement, donc les effets de trésorerie. Sur les coûts indirects, qui est le plus compliqué, et donc si la question c'est de savoir comment convaincre en interne, parce que le reste, quand on est notamment aux achats, parler de rebate, c'est des choses qui parlent assez facilement. À la trésorerie, parler de délais de paiement, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Les coûts indirects, il existe évidemment beaucoup de différents calculs. On a un cost saving calculator, évidemment, et où là, on prend en compte le coût de la note de frais et notamment donc, combien de transactions on peut centraliser. Donc là où on réduit, voire même on annule complètement le coût administratif. Comment on arrive, grâce à la data aussi, à mieux analyser le leakage. Ça aussi, c'est évidemment un enjeu, puisque plus l'entreprise peut voir tout ce qui se passe et plus évidemment elle va réduire. Et le paiement permet aussi ensuite d'avoir des outils pour le voyage mobile, on va dire, une fois qu'on a pu payer ce qu'on pouvait payer, il faut toujours encore payer, et ça, maîtriser ces dépenses-là. Et là aussi, donc dans la partie note de frais, on a aussi des chiffrages qui peuvent voir ce qu'on peut économiser sur ça. Donc il y a pas mal d'outils qui existent, notamment pour aller estimer les coûts indirects et les économies de coûts indirects. Johan ? Je trouve la question assez pertinente. C'est ce que je remarque aussi quand on va voir les clients en prospection, c'est que c'est un sujet rarement porté par le travel manager. Donc mon conseil, c'est déjà d'essayer de réunir les décisionnaires, donc la direction financière qui impose souvent les conditions de paiement et les moyens de paiement autour d'une table, et de faire confiance à ses partenaires comme Airplus et d'y ajouter la TMC. Moi, c'est le conseil que je donne à Olivier, c'est de prendre rendez-vous. Finalement, ce serait aussi simple. Troisième enjeu, il est important, Grégoire, c'est celui de l'expérience voyageur. C'est sans doute un des aspects qui est peut-être le plus sous-estimé dans le paiement, cette expérience voyageur digitalisée, où on voit justement des habitudes, des comportements auprès des jeunes populations qui sont en train de se généraliser. Et c'est vrai que tu as raison, François-Xavier, quand une entreprise
ne serait-ce qu'il y a quelques années, choisi un partenaire paiement et vont regarder les intégrations avec les TMC, la reporting, mais l'expérience utilisateur du voyageur d'affaires est quand même très importante. On voit qu'elle a évolué fortement. Je pense que le Covid, d'une certaine manière, a impacté nos comportements, le paiement en sans contact, l'utilisation aussi de portefeuilles de wallet électroniques, que ce soit Google Pay, Apple Pay, a impacté nos vies en tant que particuliers. Et en fait, cela se reflète aussi sur les attentes des voyageurs d'affaires qui veulent avoir les mêmes besoins, les mêmes services d'un point de vue paiement. En tant que voyageur d'affaires, on va avoir une expérience le plus simple possible tout au long des différentes étapes du voyage. Que ça commence au niveau de la réservation, que ça soit aussi simple que possible, sans avoir d'appel ou d'email pour que la réservation soit automatique. Il y a certains cas d'utilisation qui peuvent encore poser problème, par exemple avec certains low cost qui utilisent ou pas des cartes virtuelles. Et ça, si on peut l'automatiser d'un point de vue voyageur d'affaires, c'est aussi important. Ce qu'on voit de plus en plus, que nous, en tant que cabinet de conseil, on travaille aussi pour des corporates, pour les conseiller dans le choix de leurs solutions de paiement. Des solutions de paiement avec leurs cartes corporate qui peuvent être intégrées directement dans les wallets type Google Pay ou Apple Pay, c'est un plus. Ça réduit aussi le leakage, ça augmente l'utilisation des solutions proposées et recommandées par les entreprises. Ça peut être aussi des cartes virtuelles qui sont pour des voyageurs occasionnels, pour des personnes qui viennent juste d'être recrutées mais qui n'ont pas encore de carte corporate. On leur envoie une carte virtuelle sans avoir une carte corporate physique. Ça aussi, c'est un cas d'usage important. Et je dirais un aspect qui est toujours un point de douleur très important pour les voyageurs d'affaires, c'est tout ce qui est notes de frais. Si on peut intégrer directement toutes les dépenses dans les notes de frais et avoir une validation, ça c'est un aspect opérationnel qui est souvent sous-estimé par rapport, et dans la question précédente, je pense qu'on peut faire gagner une demi-heure à 1 heure par collaborateur, par voyage. On multiplie par l'ensemble des voyages, ça peut se quantifier et avoir améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises. Oui, clairement. Julie, c'est vrai que je dirais que le refrain est habituel, mais on veut avoir dans sa vie professionnelle la même expérience que celle qu'on a dans notre vie perso, et on veut que ce soit rapide, on veut presque que ce soit fun le paiement. Donc là, il y a du boulot là encore à faire. Alors, il y a du boulot côté émetteur, évidemment, puisque déjà, émettre des solutions de paiement pour du B2C ou pour du B2B, c'est pas la même chose. D'abord, il n'y a pas les mêmes contraintes réglementaires, et puis il n'y a pas les mêmes contraintes du monde du B2B, qui évidemment imposent beaucoup plus de choses. Donc, il y a évidemment, c'est-à-dire que faire juste un copier-coller, ça ne marche pas. Il y a une complexité dès qu'on rentre dans le monde du B2B qui n'est pas la même. Maintenant, l'utilisateur, le voyageur, a évidemment non seulement le droit, mais je pense que c'est évidemment une évidence d'avoir les mêmes fluidités, les mêmes outils complètement digitaux pour son voyage. Et là, effectivement, il y a aussi, et je reviens sur tout début sur ce que tu disais sur la conduite de changement, je pense que même si des émetteurs de paiement aujourd'hui proposent des solutions B2B pour le voyageur final, avec que ce soit du wallet, que ce soit des apps dans lesquelles tu as des cartes virtuelles où tu mets 1 000 € pour ton voyage, enfin tout ça, c'est des choses qui existent sur le marché parmi les différents acteurs, mais les entreprises elles-mêmes aujourd'hui sont pas forcément prêtes non plus à ça, parce que donc c'est là où il y a beaucoup de travail de conduite du changement, s'assurer que quand même il n'y a pas de dérapage, que c'est contrôlé, que c'est donc aujourd'hui c'est assez étonnant parce que le voyageur qui est le même dans sa vie privée, dans sa vie perso, lui fait la même chose. Par contre, le décideur que ce soit aux achats, à la trésorerie, peu importe où, dès qu'il est dans le monde du B2B, il a tout de suite les réflexes de « Ah ben non, ça c'est pas possible, attention à ça, il y a la contrainte. » Oui, les conséquences sont pas anodines. Donc il y a beaucoup de pédagogie encore. Donc c'est un travail vraiment à la fois des émetteurs eux-mêmes qui doivent faire ces solutions-là, mais aussi conjointement avec les entreprises dans la conduite du changement. Ça c'est intéressant, beaucoup de pédagogie. Johan, sur ce sujet ? C'est un sujet, je voudrais relativiser aussi les moyens de paiement, parce que tous les prestataires, tous les acteurs du business travel n'acceptent pas les paiements par carte, par exemple. Je essayais au niveau du corpo de payer la SNCF avec une carte virtuelle. Dites-moi si c'est possible. Voilà, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, l'ATMC se positionne toujours avec des moyens de paiement que souhaite le client et compense toutes les limites de tous les moyens de paiement, tout simplement, pour que le voyage soit fluide. Et donc, on met en place d'énormes process tout autour pour s'assurer que tout soit fluide pour le voyage. Et à partir, je trouve, d'une certaine taille d'entreprise, est-ce que le paiement individuel fait sens ou non ? Il y a une question. Est-ce que l'absence de paiement, tout simplement,
à la charge du voyageur ou à la responsabilité du voyageur, et donc centraliser l'ensemble achat et paiement n'est pas plus pertinent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est là où on voit que c'est pas qu'un sujet financier, le paiement. Hein. Ça touche. On l'a dit en intro, c'est fun. Oui. Mais je trouve que c'est un sujet qui est un peu sous-estimé, qui est pas forcément adressé correctement en direct avec les clients. Et il y a beaucoup de choses à faire. Aussi. C'est un sujet très RH aussi, parce que là, pour le coup, si on parle de la problématique de laisser les collaborateurs payer avec leur carte personnelle, là, il y a quand même des enjeux RH de règlement de droit du travail aussi, de mettre le risque, c'est qu'un collaborateur soit évidemment à découvert sur son compte à cause. Donc, il y a quand même aussi, les RH sont de plus en plus présentes dans beaucoup de décisions dès qu'on parle de moyens de paiement. Pour le collaborateur. Les moyens de paiement centralisés, c'est... Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi que ce que tu disais, Johan, c'est de rassembler les différentes parties prenantes, Exactement. que ce soit RH, financier, la partie IT, le travel manager, pour échanger, pour qu'ils comprennent aussi l'ensemble des besoins et des challenges des différents côtés et arriver à trouver la meilleure solution pour l'entreprise. Mathieu, sur cette amélioration de l'expérience voyageur? On est totalement totalement en phase. De Pliant. Il faut savoir que Pliant a vraiment été créé pour répondre à ces problématiques de mise à disposition de cartes virtuelles. Donc, je l'ai mentionné au début, on dispose d'une application web, mais surtout mobile. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé cette application. Aujourd'hui, c'est vraiment pour optimiser, donner cette simplicité et cette fluidité aux employés, en général déjà, mais surtout aux voyageurs. Aujourd'hui, à Paris, j'ai utilisé mon téléphone portable, j'ai eu ma carte virtuelle pour mon voyage, j'ai pu faire mon paiement sur Google Pay et sur Apple Pay, je peux gérer mes cartes, mes plafonds, toutes mes dépenses en temps réel, prendre en photo mon reçu qui est tout de suite envoyé dans la comptabilité. Donc, et tout ça en intégrant, et c'est là où je rejoins Julie, et ce que c'est très important, c'est qu'il faut intégrer les différents workflow de validation aussi au sein d'une entreprise. Donc, si j'ai besoin d'une limite supplémentaire, c'est mon manager en temps réel qui va être notifié, qui va pouvoir accepter. Il faut intégrer également les polices de voyage de toutes ces entreprises. Et aujourd'hui, en tout cas, chez Pliant, on a lancé notre produit en répondant à ces problématiques. Ouais. Grégoire, dernier enjeu, parce qu'il nous reste quelques minutes. Dernier enjeu, c'est, on l'a évoqué, ces fameuses cartes virtuelles. En 2025, on espère voir leur diffusion de plus en plus forte auprès des hôtels. Là, il y a un enjeu auprès de l'hôtellerie, évidemment, parce que si on arrive à centraliser les paiements via les cartes virtuelles, sur l'hôtellerie, ça permettrait, en tout cas, sans doute, de diminuer le leakage. On sait que le leakage, encore, est fort et puissant dans l'hôtellerie. Oui, tout à fait. Et je pense que tu fais bien, François-Xavier, de prendre en compte la partie hôtel. Si on compare par rapport à l'aérien, on réserve et on paie en même temps. Alors que l'hôtel, même si la partie prépayée prend un petit peu de part de marché, peut se payer, représente encore 80% du volume hôtelier. Et donc, du coup, on réserve. Et on paie souvent au moment du check-out de l'hôtel. Je me permets de revenir sur quelques chiffres qu'on a eus avec Edgar Dunn lors d'une conférence GBTA. On a demandé aux participants des entreprises quels étaient les moyens de paiement qu'ils utilisaient. 95% indiquaient qu'ils utilisaient une carte corporate. Pas de surprise. 50% disaient qu'ils utilisaient un compte logé. Là, on était surpris parce que j'attendais quand même une part de marché plus importante. Carte virtuelle sans support physique, qui est donc utilisée pour des employés, pour des recrutements, des nouveaux collaborateurs ou des voyageurs occasionnels, 23%. Des cartes virtuelles utilisées en centrale pour des dépenses MICE ou autres, 14%. Et la donnée que j'ai trouvée très intéressante, c'est 45%, je dis bien 45% des employés utilisent leur carte personnelle. Et donc ça, par rapport à ton point de vue, sur la partie leakage, c'est encore un aspect important. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises souhaitent utiliser les cartes, les solutions corporate. C'est pour la partie duty of care, notamment dans un environnement post-Covid. Il y a aussi de nombreux conflits dans le monde, savoir exactement où sont les employés. Grâce au paiement, on peut le savoir. Le respect de la politique de voyage, ça c'est aussi un aspect important. Tout ce qui est aussi reporting, rebates, avoir une bonne connaissance que ce soit en aérien, que ce soit en hôtel, des différentes catégories de voyage pour après comprendre ses coûts, négocier aussi avec ses prestataires de voyage est important. Et puis tu le soulignais, Julie, la conduite du changement, utiliser les cartes entreprises, ça contribue aussi au cercle vertueux.
Tu parlais aussi dans la partie hôtel, comment est-ce qu'on peut faciliter et limiter le leakage. On en revient aussi avec la digitalisation, l'automatisation des processus, faire en sorte que les cartes virtuelles peuvent être intégrées au sein des PMS, que depuis la réservation, ça redescende dans le système des hôteliers. Et après, Johan, ce que tu disais, il y a la partie humaine. Même si on a fait tout le travail d'intégration technique, si la personne dans un hôtel au niveau du check-out ne reconnaît pas la carte virtuelle, ne sait pas la traiter, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un voyageur d'affaires qui a tout fait comme on lui a dit, qui a respecté sa politique et derrière qui se retrouve bloqué au niveau du check-out, qui doit avoir son meeting. Donc, mais ça, c'est un aspect d'éducation avec l'ensemble des parties prenantes. Et juste pour... à part s'il a sa carte de disponible pour la modification et la gestion de sa carte directement sur lui. Ouais. On revient encore à l'expérience utilisateur. Tout à fait. Et donc, juste pour conclure, je pense que les cartes virtuelles deviennent de plus en plus importantes. Il y a aussi une partie éducation. J'étais aussi surpris des chiffres qui étaient partagés. C'est des chiffres que j'aurais attendus il y a 3, 4, 5 ans et avec une progression plus importante sur la partie paiement. Même je suis un petit peu biaisé, consultant dans le paiement. Mais si on adresse les problèmes potentiels avec les cartes virtuelles, je pense qu'on va avoir une utilisation de plus en plus importante dans les mois, les années qui viennent. Cartes virtuelles, Julie, c'est vrai qu'elles sont en train de décoller. Petit à petit, en tout cas, on y arrive. Ça a été un peu lent. Sur l'hôtellerie, on passe un cap. Non, ça reste encore difficile. Non, ça n'a pas été quand même très long. D'abord, ça fait 15 ans quand même. Ouais, c'est ça. Les cartes virtuelles sont là, voire un peu plus. Il y a eu toute la phase d'éducation de l'hôtellerie. Les cas comme ça, il y en a quand même de moins en moins. Et en tout cas, vu le nombre de cartes virtuelles utilisées pour payer l'hôtel dans le monde entier, honnêtement, je pense qu'il y a aujourd'hui plus trop de sujets. Il y a toujours des cas. Je pense que c'est plus peut-être la résistance au niveau, encore une fois, des entreprises elles-mêmes. Il y a encore des directions de la trésorerie qui, par principe, interdisent la carte virtuelle, le concept même d'une carte virtuelle. Il y en a encore aujourd'hui en 2025, et sans aucun jugement, c'est totalement factuel, ils ont leur raison. Mais il y a encore des entreprises aujourd'hui qui refusent le principe de la carte virtuelle. Donc voilà, il y a aussi là de l'éducation à faire, et toute la réglementation, à mon avis, ne pourra que nous aider à convaincre que la carte virtuelle est évidemment un moyen de paiement extrêmement sécurisé. Et dans tous les cas, c'est évident que payer l'hôtel en amont par l'entreprise, ça ne fait qu'éviter le leakage, puisque quand tu es collaborateur, si tu peux éviter d'avoir à sortir ta carte pour payer à la fin, et que tu as tout intérêt quand même, effectivement, à utiliser les bons canaux de réservation. Ton hôtel est déjà payé par l'entreprise, donc tu n'as pas de note de frais, ça ne prend pas sur tes deniers personnels, enfin bon, il n'y a pas tout ce qui va avec. Donc c'est évident que la centralisation du paiement, hôtel, est vertueux. Oui, Julie, on est en France, il y a 82% d'hôtels indépendants en France. Est-ce que les hôtels indépendants acceptent facilement la carte virtuelle aujourd'hui ? Je ne sais pas. Alors, évidemment, je pense que CDS serait encore mieux placé que moi pour répondre. En tous les cas, pour avoir beaucoup de cas d'hôtels évidemment payés avec nos solutions, c'est de plus en plus rare. C'est vraiment de plus en plus rare. Je confirme. Johan, sur ces cartes virtuelles. Je vais revenir un peu sur le leakage, parce qu'on présente le moyen de paiement carte virtuelle comme si c'était le moyen de lutter contre le leakage. C'est, pour moi, le premier moyen, c'est déjà dans l'analyse des données, c'est détecter le leakage. Tout simplement. Et c'est un des moyens potentiels où la TMC conseille son client qui utilise des cartes corpo, peut-être de centraliser aussi ses paiements pour limiter le leakage. Mais le premier facteur important, c'est détecter le leakage, et c'est là où on intervient. Et il y a la problématique de paiement qui peut intervenir pour seulement les clients qui utilisent directement leur propre moyen de paiement. Et sur l'autre question, tu peux me repréciser la question ? Je t'ai posé une autre question ? Oui, tu voulais me demander. Ah je sais plus. Ça, c'est terrible. C'est la fin de journée aussi. C'est la fin de journée. C'est la fin de journée, donc je suis plus raccordé. Je voulais ajouter un rire à la table. Vas-y. Non, c'est le marché de l'hôtellerie est extrêmement mûr aux cartes virtuelles. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Même les hôtels indépendants. Et c'est quelque chose qu'on confie depuis très longtemps chez nous. Mathieu, très vite, sur la carte virtuelle et l'hôtellerie. De toute façon, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses à ce qui a été expliqué autour de la table. Peut-être juste un dernier point. Juste un mot. Qui n'a pas été abordé, c'est aussi comment nous, en tant que moyen de paiement, on va pouvoir aider les TMC à développer cette expérience client, développer peut-être des nouveaux produits. Donc aujourd'hui, en tant qu'émetteur, par exemple, on peut aussi fournir aux TMC et à d'autres entreprises nos modules.
Et vous allez voir où c'est que où je vais en arriver. Mais très vite. Mais très vite, c'est là. C'est que toutes les fonctionnalités d'un acteur du paiement aujourd'hui peuvent être également intégrées à des TMC. Aujourd'hui, CDS, Goelet, Siap utilisent déjà ces technos pour justement améliorer l'expérience client et diminuer le leakage. Merci. Tiens, on a des retours sur le chat. Je voulais vous en faire part juste avant de conclure. Claude qui nous dit, s'il y a bien un secteur qui doit évoluer, c'est l'hôtellerie. Pas au niveau des plateformes ou des TMC, mais bien au niveau des hôtels eux-mêmes qui rejettent encore des paiements au check-in alors que tout a été vérifié la veille. Autre témoignage. Tiens, c'était sur le sujet du paiement rattaché au RH. Je lui dis, beaucoup de travel, un expense manager sont rattachés RH et en charge de la gestion des cartes corporate. Nathalie qui nous dit sur l'expérience voyageur, elle nous dit mais tous les voyageurs d'affaires ne sont pas équipés de téléphones professionnels Android. 2 questions. Tiens, pour finir, je vous demande des réponses, mais ultra courtes. Nathalie qui nous demande, que pensez-vous de l'utilisation à des fins personnelles avec les cartes corporate fournies par l'entreprise ? L'utilisation à des fins personnelles avec les cartes corporate fournies par l'entreprise. C'est un abus, c'est une dérive, Johan? Je pense que ça cause un problème au niveau RH de l'employeur. Oui, c'est ça. C'est même normalement dans les conditions d'utilisation même des cartes entreprises. Oui. C'est normalement très clairement interdit d'utiliser pour des dépenses personnelles. Oui, donc a priori... Des risques d'avantage en nature, enfin il y a plein de choses derrière. Donc, par contre, il ne faut pas mélanger le pleasure et les moyens de paiement. Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a des technos qui vont permettre aussi de détecter les dépenses qui sortent du scope. Et on va pouvoir connecter un compte personnel du voyageur. Et si jamais on rentre dans ce type de dépenses, on va pouvoir aller prélever aussi directement l'employé. Dernière question de Benoît. Quelle est la place de la technologie blockchain dans le processus d'optimisation et de réduction des coûts? Est-ce qu'on en parle de la blockchain dans le paiement ou c'est ça reste compliqué ça? Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein, on n'en est pas là, on en est aux prémices. Hein. Oui. Quand on n'en est pas là, quand on voit qu'il y a déjà encore beaucoup de collaborateurs qui ne sont pas équipés de téléphones portables, tout simplement. C'est la réalité. Sûr. Et encore moins de cartes ou de solutions de paiement, quelles qu'elles soient. Il y a encore... Par contre, un sujet pertinent, c'est l'intégration de l'IA dans la gestion des data. Ça, on en reparlera. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent pour que la blockchain, parce que c'est une technologie, il faut avoir des cas d'utilisation, il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur soient... Donc, le concept est là. Après, quelle est la valeur ajoutée? Par contre, l'intelligence artificielle pour l'analyse des données, automatiser certains workflows et processus, ça, c'est Et pour l'expérience voyageur, il y a plein de choses, évidemment, à acquérir. Vous savez quoi? J'ai tout compris. Super. On a réussi. On est trop fort. Donc vous êtes trop fort. Un grand merci en tout cas, madame, messieurs. Grand merci pour cette table ronde. J'étais ravi d'être avec vous. Vous restez avec nous en tout cas puisque on va entamer notre dernière ligne droite, dernière séquence. On va demander aux consultants stars de ce secteur à quoi va ressembler l'année 2025 dans le voyage d'affaires. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.